Vous écoutez La Révolution et après, le podcast qui explore les luttes intimes, politiques et sociales, produit par Friction. Bonne écoute. Gisèle Pelicot, le nom d'une victime, mais aussi celui d'un symbole. Pendant plus de 3 mois, entre septembre et décembre 2024, j'ai couvert le procès dit des viols de Mazan. En tant que reporter pour la radio, j'ai assisté à 40 journées d'audience sur les 64, réalisé une dizaine de reportages et une trentaine de comptes rendus et interrogé de nombreux acteurs du procès. Les journalistes se souviennent toujours de leur premier procès. Celles et ceux présents disent que jamais ils n'oublieront celui de Gisèle Pelicot. Je suis née et j'ai grandi à Avignon. Jamais je n'aurais imaginé que ma ville serait un jour au cœur d'un procès qu'on qualifiait déjà d'historique avant même qu'il ne commence. Jamais je n'aurais imaginé que celui de Gisèle Pelicot serait mon premier procès. Moi, Tanita, journaliste de 26 ans et passionnée par les documentaires true crime et autres faits divers, je me suis embarquée, un peu sans savoir où je mettais les pieds, dans ce procès inédit en France. Ce procès, c'est celui d'une femme de 72 ans, violée et droguée par son mari et une soixantaine d'hommes pendant plus de 10 ans. Tout a été filmé et archivé. J'en ai vu une bonne partie. Mais, au-delà de Gisèle Pelicot, ce procès dit quelque chose de plus. Pendant 3 mois et demi, j'ai été exposée à la banalité du mal, à la facilité avec laquelle les hommes disposent du corps des femmes. J'ai été confrontée à un échantillon représentatif de ce qu'on appelle timidement la culture du viol. Jamais je n'oublierai mon premier procès. L'affaire Gisèle Pelicot, les coulisses de mon premier procès, un podcast Friction, écrit et réalisé par Tanita Fallet. Le procès commence pour moi le 4 septembre 2024. C'est en réalité le 3e jour des audiences, mais j'ai un peu tardé à demander mon accréditation. Dans les rues adjacentes au tribunal d'Avignon, je découvre de plus en plus de collages féministes. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils occupent certains murs de la ville, mais cette fois, quelque chose a changé. Ils sont beaucoup plus nombreux et autour d'un thème, le viol. C'est assez étrange de voir les bâtiments qui ont bercé mon enfance devenir des relais de la lutte féministe. C'est aussi assez stressant. Je comprends que dans quelques minutes, je m'apprête à assister à quelque chose d'énorme. Quelque chose d'hors norme, comme disent mes confrères et consoeurs. Quand je rentre dans le hall du tribunal, je me sens toute petite. En réalité, je connais encore peu le dossier. J'ai pas vraiment les codes. En fait, je suis un peu perdue. Et il y a ce sentiment glaçant d'être entourée d'hommes dangereux. Craindre les hommes est une sensation que je connais bien en tant que femme. J'ai grandi en apprenant à y faire attention. Ce n'est pas non plus rare de voir des hommes occuper l'espace public de cette manière. Mais là, je sais qu'ils sont une trentaine à comparaître libres. Il y a donc 32 hommes accusés de viol aggravé dans ce hall. Je ne sais pas encore à quoi ils ressemblent. Je ne sais pas encore qui ils sont. Une seule certitude, tous les hommes que je croise sont de potentiels agresseurs. 4e jour de procès. Je vois ces hommes masqués, encapuchés. Ils baissent la tête pour se cacher, mais n'hésitent pas à insulter les journalistes. Je ne vois pas des criminels honteux, non. Je vois des hommes qui ne semblent rien avoir à se reprocher. J'arrive à entrer dans la salle principale. Et là, c'est encore plus frappant. Il y a une centaine de places avec 2/3 de l'espace occupé par des hommes de tout âge. Devant, des accusés. À gauche, des accusés. À droite, les victimes. Je dis « les » car il y a Gisèle, mais aussi Caroline, sa fille, qui est persuadée d'avoir, elle aussi, été soumise chimiquement et agressée par Dominique Pelicot. À part des photos retrouvées dans l'ordi de son père, elle n'a aucune preuve. Quand
quand on me montre ces photos au commissariat de police, je dis aux enquêteurs, attendez là, c'est pas les photos d'un voyeur. Je suis sédatée. Il y a un problème. Quand je vais voir la juge d'instruction, Guénola Journeau, durant les 2 ans et demi d'instruction, je lui dis, je la vois 2 fois en 2 ans. Je lui dis, il y a un problème. Faites-le parler. Il s'est passé quelque chose avant les photos et après les photos. Son histoire me marque autant, si ce n'est plus, que celle de Gisèle Pellicot. À leur côté, les 2 fils Pellicot et leur femme, elles aussi victimes car photographiées à leur insu par leur beau-père. Une famille bien petite face à tous ces accusés. Ce jour-là, Gisèle Pellicot passe à la barre. Elle est debout et derrière elle, ses violeurs. Je suis tout au fond de la salle, sur le banc des journalistes. Ils sont seulement 1 ou 2 rangs devant moi et quand j'observe la salle, j'ai l'impression de faire partie du même groupe qu'eux. Un jour, faute de place sur ce fameux banc, je me suis même retrouvée sur un des rangs des accusés, littéralement mêlée à eux. Les accusés, eux, ils toisent Gisèle Pellicot. Ils la regardent de travers, pouf, pas si discrètement quand elle s'exprime. J'ai le sentiment qu'ils la défient. Je n'ai pas le temps de digérer toutes ces infos qu'il est déjà l'heure de mon premier papier. Ce procès est aussi celui de la soumission chimique car Gisèle Pellicot ne se souvenait de rien. Sa fille Caroline Darian a pris la parole tout à l'heure. Compte rendu d'audience, Tanita Fallet. Il s'agit bien de soumission chimique. Caroline Darian le martèle comme elle ne cesse de le faire depuis 4 ans. À la barre, pendant 20 minutes, le visage ferme mais tremblant, elle fait le récit de ce qu'elle décrit comme un cataclysme. C'est un peu la douche froide. Je dois raconter de manière détachée l'indicible. Je réalise alors dans quoi je m'embarque et je comprends surtout que je vais devoir enfiler ma casquette de journaliste et laisser celle de femme chez moi. Objectivité oblige. 15e jour du procès. Je me sens de plus en plus à l'aise et je ne suis pas la seule. Il y a une solidarité qui naît entre certains des accusés. Ils boivent des cafés, mangent ensemble le midi, se tapent des barres. Il y a quelques semaines, ils étaient de parfaits inconnus. La seule chose qui les lie, leur crime potentiel. Anna Margherita, photojournaliste et rédactrice, est une de mes consoeurs que j'ai rencontrées au procès. Nous sommes 2 mois après et nous nous sommes retrouvés pour discuter de cette ambiance. On parle vraiment d'une misogynie forte, quoi. Et ouais, j'ai l'impression que dans tous les espaces où ils circulaient librement, ils faisaient en sorte de se regrouper ou de pas être seuls, de former des espèces de mini-meutes. C'est pour ça que le fait que tu parles de loup, ça me parle. Parce qu'ils avaient besoin de se sentir forts, de resserrer leur rang en tant que mecs qui partagent une certaine fraternité. Et du coup, quand ils sont ensemble, ils se sentent beaucoup plus à l'aise à jeter des regards, à désigner de la tête, à désigner du doigt, même parfois à parler de toi juste à côté de toi. Enfin, ils en ont absolument rien à faire parce qu'en fait, ils ont toujours eu l'habitude dans leur vie d'avoir le pouvoir. Ce que décrit Anna, c'est un boys club. En gros, c'est un peu la version masculiniste de l'union fait la force. À l'origine, les boys clubs sont des réseaux d'anciens élèves d'écoles privées anglaises. Ce sont des espaces fermés où des hommes influents se retrouvent pour s'entraider. Les femmes étant exclues de ces sphères de pouvoir, ils sont désignés comme des clubs de garçons. En théorie féministe, le boys club désigne un entre-soi masculin profondément misogyne et sexiste. C'est la solidarité qui naît entre les hommes dans le but de dénigrer les femmes ou de se protéger entre eux. Jamais la notion de boys club n'aura été aussi visible que dans ce procès. Exemple, ce jour de décembre. Je me souviens que ce jour-là, on est rentrées dans la salle toutes les deux. On était les 2 premières à entrer dans la salle. Et en fait, on s'est retournées et on a vu qu'il y avait les 14 accusés d'un des box des accusés qui avaient les yeux rivés sur nous. Mais comme s'ils s'étaient concertés avant pour nous regarder, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vraiment 15 gars qui sont là, accusés pour viol aggravé et qui nous regardent fixement. Et c'était très bizarre, c'est un peu comme si le temps s'arrêtait, on s'est regardé. Je pense qu'on a ressenti la même chose à ce moment-là, mais c'était très représentatif. En fait, là, c'était un petit peu un condensé, on va dire, de gêne et de misogynie et de tout ce qu'on veut. Mais je trouve que c'est un peu un condensé de tout ce qu'il y a pu y avoir. Et ces regards-là, si on les voyait individuellement, là, on les a juste vus en groupe, mais ils ont toujours été là, ces regards-là, en fait, depuis le début des audiences, quoi. Ouais, il y a un truc qui t'a marqué, toi, c'est quand tu sortais pour aller aux toilettes ou que des journalistes sortaient pour aller aux toilettes et qu'on voyait leurs regards. Est-ce que tu peux décrire un peu ça ? On sentait, moi ça me remettait vraiment dans des situations de harcèlement de rue, quoi, de voir ces gars qui tournent la tête pour regarder ton cul quand tu vas passer.
Enfin, il y a quelque chose de très décomplexé en fait, comme s'il y avait comme s'ils n'avaient pas conscience en fait de ces regards-là, que c'était naturel chez eux, et c'est ça que je trouve encore plus terrifiant. Il y avait un accusé qui avait l'autorisation de se déplacer dans la salle. Je me souviens qu'il était toujours collé au mur derrière les bancs des journalistes, et qu'en fait pour aller aux toilettes, on devait littéralement faire un collet serré avec lui pour sortir. Donc je me souviens avoir passé 1 heure à me retenir d'aller faire pipi pour juste ne pas avoir à avoir de contact corporel avec cet accusé qui était librement derrière nous. Enfin, la proximité, elle est terrifiante un peu, quoi. Mon pire souvenir de cette promiscuité restera les échanges que j'ai pu avoir avec ces hommes. Impossible à éviter. Il y a eu Didier S. en octobre. Il me tient la porte des toilettes. « Allez-y, madame ». Grand sourire aux lèvres. Je ne réponds pas. Je suis à 2 doigts de gerber. Quelques semaines plus tard, Redouane F. La fin du procès approche, son interrogatoire a été très à charge. Il cherche à parler aux journalistes pour exposer sa théorie. Il est victime d'un complot. Il est si proche que je vois chacun des traits de son visage, chacune des marques sur ses dents. Il y a 1 mois à peine, je le voyais en train de violer Gisèle Pelicot sur les vidéos projetées dans la salle d'audience. Et là, il est devant moi. Pendant 10 minutes, j'essaie d'oublier qui j'ai en face de moi. La fameuse casquette de journaliste, là, elle est bien vissée sur ma tête. Et puis Cyril D, 54 ans, un des leaders du Boys Club. Avec Anna, il essaie même de nous faire sortir de la salle. Il va se plaindre aux policiers qu'on le regarde trop. Échec. Il essaie donc de me mettre des coups de pression. Suspension d'audience, je sors mon enregistreur. Il passe derrière moi et me chuchote à l'oreille. « Ah, ça enregistre dans la salle, hein ?» Je lance. « Non, je sais encore faire mon travail. » Il me provoque. « Ah, ça va alors. » Ce soir-là, je pleure. Toutes ces interactions me remontrent à quel point les agresseurs sont des gens normaux. Ils me rappellent mes agresseurs. Car oui, on a quasiment toutes subi des violences au cours de notre vie, plus ou moins graves. Ce procès est comme une micro-société, une bulle qui illustre parfaitement les violences patriarcales, mais aussi, et surtout, la sororité qu'elles peuvent engendrer. Dès la première semaine du procès, ces applaudissements résonnent dans le tribunal. Des dizaines de personnes, principalement des femmes, viennent encourager Gisèle. Il y a aussi des curieuses qui viennent simplement assister aux audiences pour voir comment une chose pareille a pu arriver près de chez elle. J'en rencontre plusieurs pour des reportages. Et qu'importe les raisons qui les amènent, toutes sont profondément marquées par la violence masculine de ce procès. Je m'appelle Bernadette, j'ai 69 ans, je suis retraitée. Alors je suis venue dès le début parce que le monde de la justice m'est inconnu. Donc je me suis dit que ça va me permettre de rentrer un petit peu dans ce monde et assister à un procès de cour criminelle. Je n'avais jamais assisté à ce type de procès, donc ça aussi c'est intéressant. Et l'affaire a un retentissement mondial, donc tout ça est très intéressant. Tout accusé doit avoir une défense, mais j'ai été stupéfaite par l'orientation dès le premier jour des avocats de la défense. J'ai été assez surprise. Il y avait, une suspicion de la victime, et ça c'est incroyable. Moi je suis militante féministe et j'habite en région parisienne et j'ai voulu venir au procès pour d'une part soutenir Madame Pelicot. Je pense que ça lui fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui l'applaudit le matin et ça l'aide à affronter les 50 personnes qu'elle a ensuite devant elle.
Et puis je voulais aussi donner de l'importance à ce procès parce qu'on espère toutes que ça va faire évoluer la législation en ce qui concerne la définition du consentement et du viol. Donc voilà, je voulais donner l'importance au procès en venant sur place. Toutes les femmes s'identifient à Gisèle Pelicot. J'ai beaucoup entendu cette phrase tout au long de ce procès, et même après. Je ne suis pas forcément d'accord. D'ailleurs, je reste persuadée que si on a tant parlé de ce procès, c'est justement parce que Gisèle Pelicot n'est pas tout le monde. Elle représente en quelque sorte la bonne victime. Cette expression ne cherche pas à classer celles qui subissent des agressions, mais plutôt à évoquer comment la société les regarde. La bonne victime, c'est la bonne mère, la bonne épouse, une femme cis, blanche et plutôt bourgeoise, sans histoire. La femme qui couche, mais pas trop. Celle qui sait se faire respecter, mais un peu soumise, puisque victime. Celle qui a une vie bien rangée. Mais c'est justement parce que Gisèle Pelicot est la bonne victime qu'il faut que son combat soit entendu. Si même elle ne l'est pas, qui le sera ? Je pense que c'est un des enjeux majeurs de la médiatisation autour de ce procès. Gisèle Pelicot a d'ailleurs levé le huis clos exactement pour cette raison. Elle voulait que la honte change de camp. Pas pour elle, mais pour toutes les futures victimes. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Cette vague de soutien pour Gisèle se transpose au fur et à mesure des semaines en solidarité bien plus profonde entre toutes les femmes présentes. Sociologues, journalistes, victimes, militantes, passantes. Si ces hommes se sont liés par leur viol, nous nous lions par notre simple condition de femme dans une société patriarcale. Entre nous, les journalistes, cette solidarité est frappante. Je commence à le sentir en novembre, un mois après l'ouverture du procès. À force de se voir et de débriefer ensemble, je commence à voir en mes collègues un réel soutien. Parmi elles, il y avait Anna, qu'on a déjà entendu. Vraiment, parce que déjà le boys club, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les strates de la société et que c'était un boys club parmi d'autres, mais on a l'habitude d'en voir des boys clubs, mais de voir une telle sororité, de voir un lien comme ça et tout, je pense que ça c'est pas, c'est plus rare déjà et surtout je pense que nous on a la chance, on a le pouvoir entre guillemets d'avoir le dernier mot à la fin, c'est-à-dire que nous toutes on a écrit des articles, on a diffusé des podcasts, il y a eu des tas de choses qui sont sorties où on a pu donner notre version des faits et je pense qu'on est plus entendu qu'eux en fait. Enfin, on est dans un il y a plus de personnes heureusement qui sont des soutiens à Gisèle que des personnes qui sont en soutien aux accusés. Oui, en plus on s'est retrouvé avec des journalistes femmes mais de milieux totalement différents, de vécus totalement différents, de pays même différents et je trouve que là il y avait cette sororité là qui primait et je trouvais que ça a un peu donné du sens aussi à ce que c'était de faire société et en tout cas de faire société entre femmes déjà. Enfin, je trouvais que c'était plus entendable les dissensions que je pouvais avoir avec certains, par exemple, titres, etc. où je me suis dit, ah, mais en fait, ça va, parce que la journaliste que j'ai rencontrée, en fait, c'est grave ma sœur sur ce procès. Mais en fait, on se reconnaissait toutes dans le fait qu'on était perçues comme femmes. Et quelles que soient nos idées, ce qu'on pouvait penser, on le ressentait toutes. Et c'était un mal-être pour nous toutes. Donc ce simple fait a fait qu'on a pu... moi, j'ai discuté avec des journalistes qui prônent des idées vraiment très différentes des miennes. Et sans même que je sache au courant au début, mais on a discuté de personne à personne simplement parce qu'il y avait ce truc-là qui nous reliait malgré nous et qu'on avait des choses à partager par rapport à ça. Ça a été précieux pour pas perdre complètement la boussole aussi, je pense, pendant le procès, parce qu'à force d'entendre pendant des semaines et des semaines des accusés, etc., on a vraiment besoin d'un espace un petit peu préservé de tout ça, et où on peut débriefer, et où on peut, reconnecter nos vécus de femmes à ce qui s'est passé, le dissocier aussi parfois même, et puis s'autoriser à ressentir des choses, parce que dans la salle d'audience, on est censé rien laisser passer, même si des fois c'est vraiment difficile, mais on a besoin de décharger tout ça. Et quoi d'autre qu'avec des personnes qui comprennent ce qu'on ressent, quoi. Ce procès se joue aussi à l'extérieur du tribunal. Le quartier vit au rythme du procès Mazan. La boulangère demande où en sont les débats, le patron de la brasserie d'en face qui avoue avoir été mal à l'aise par la présence des accusés dans son café, le bar où on se retrouve le soir, qui sait qu'on est les journalistes Pelicot.
Il est 22h30, les rues exiguës d'Avignon se vident peu à peu. Un groupe de 7 femmes vêtues de noir sillonne la ville à vélo à la recherche de pans de mur. En vrai, ça va vite quand même. Lundi 2 décembre. Pour un reportage, je passe une nuit avec la Dame qui colle, une artiste originaire de Lille venue à Avignon pour soutenir Gisèle Pelicot. Elle dessine des portraits de femmes victimes de violences sexuelles à travers la France. C'est important de faire son portrait parce qu'elle fait partie des femmes ordinaires qui ont subi des violences, mais elle lutte, elle a ouvert son procès, ce qui est un peu important pour nous. C'est l'engagement qu'elle met aussi dans son procès, la violence du procès, la violence de ce qu'elle a pu vivre et aussi l'ouverture médiatique et l'ouverture d'un huis clos pour une femme comme ça. Donc moi je voulais qu'elle fasse partie de ma série aussi parce que c'est une femme ordinaire comme toutes les femmes que je dessine. Moi je vis dans le quartier et je travaille aussi dans le quartier, j'ai un espace de coworking et donc il y a beaucoup d'inscriptions en ce moment dans le quartier de ces collages dû évidemment au procès des viols de Mazan. Et moi je trouve ça génial, même en dehors, avant même ce procès, je trouve que tous ces collages nous rappellent que des femmes meurent sous le coup, du patriarcat, de la violence, du sexisme. Pour moi ce sont des témoignages et vraiment ça nous confronte à cette réalité qu'on a tendance à oublier. Et donc pour moi c'est vraiment très important et je ne comprends pas et ça me rend dingue les gens qui arrachent ces collages. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais tu couperas les... Ok, super. Au-delà de Gisèle, c'est la lutte contre le patriarcat qui pousse ces femmes à s'unir. Regarde, on en a d'autres. Non au huis clos. Non au huis clos. Soutien aux victimes. Soutien aux victimes. Non au huis clos. Soutien aux victimes. Non au huis clos. Soutien aux victimes. Pendant 3 mois, chaque semaine, des militantes mènent des actions aux abords du tribunal. Je leur tends le micro pour la radio. Moi je suis Pascal, je fais partie des Amazones d'Avignon et donc je participe aux actions que l'on mène autour du procès. Voilà, on est très présente dans le hall du tribunal et dans la salle de retransmission, donc pour suivre le procès de près. Et on fait d'autres actions, par exemple l'action du 2 septembre à l'ouverture du procès, des collages et ces banderoles. Vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit dessus ? Donc nous avons collé cette nuit des banderoles, soutien à Gisèle, non au huis clos. Donc vous ne faites pas que suivre le procès, je laisse juste passer. Au début, je suis un peu mal à l'aise avec ces collectifs féministes en marge du procès. À chaque interview, je me demande si j'ai envie de légitimer leurs paroles, car je ne partage pas vraiment leurs idées. On n'a pas la même vision de ce que c'est, être une femme. Sauf que je n'ai pas vraiment le choix, ce sont les seules présentes. Il n'y a pas d'autres paroles à recueillir. Et puis, même si je ne partage pas leur militantisme, je me rends compte que dans ce procès, c'est vraiment ma condition de femme qui est touchée. C'est vraiment cette idée de se retrouver massivement entre femmes aussi et d'être en surreprésentation et de montrer qu'on est là. De la même façon en fait qu'elle est là pour nous toutes tous les jours au procès dans ce courage et cette dignité. On essaye de la soutenir de la même façon, quoi. Voilà. C'est très important parce qu'il y a une chose qu'on omet souvent quand on parle de cas comme celui-ci ou d'autres situations de crimes, de viol ou de féminicide, où on va souvent les exclure en fait de quelque chose de systémique. C'est des violences qui sont systémiques, c'est les hommes qui violentent les femmes. Et en fait, on a tendance à... souvent dans la presse d'ailleurs, c'est rapporté comme des faits divers, c'est rapporté comme des choses exceptionnelles. Mais en fait, non, ça fait vraiment partie d'un système de violence qui est là pour soumettre les femmes. Et c'est vraiment pour ça qu'à la fois nos actions, le fait d'être présente quand on peut, parce que là c'est vrai que la distance fait qu'on n'est pas forcément toutes disponibles, mais montrer cette solidarité, c'est dans ce sens-là. C'est sûrement pour ça que la sororité a été si importante à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. Gisèle Pelicot est notre trait d'union. Elle est la raison pour laquelle on se rencontre, on échange et on voit naître des amitiés. 19 décembre 2024, jour du verdict. Il est 7h45. Il fait encore nuit. Je m'approche, la boule au ventre, de la foule devant le tribunal encore fermé. Journalistes et soutiens s'entassent devant la porte vitrée. Tout le monde se demande si les peines vont être à la hauteur. Entre nous, on lance des paris.
un moyen de décompresser. En réalité, on est sous pression. On sait qu'on va énormément bosser dans les heures qui suivent car nos médias vont beaucoup nous solliciter. On sait aussi que ce soir, une page sera tournée et qu'elle va laisser un grand vide en nous. 10h, salle de retransmission prévue spécialement pour la presse. Elle diffuse l'audience sur un écran. C'est la peine maximale qui a été prononcée à l'encontre du principal accusé, Dominique Pellicot. 3 à 15 ans pour les 50 co-accusés, également reconnus coupables. Des peines bien en dessous des réquisitions. Reportage à Avignon de Tanita Fallet. 5 à 18 ans d'emprisonnement, c'est ce qui avait été requis. La Cour a décidé de baisser la lourdeur des peines. Et devant le tribunal, la déception est immense. Une femme affirme connaître un des accusés. 8 ans, c'est quoi 8 ans pour un viol? C'est quoi? Un jeune qui vole une voiture, il prend 10 ans? C'est pas possible ça! Là, cette fois-ci, si la France n'est pas solidaire, franchement, à l'Est, c'est la honte du pays! C'est la honte du monde entier! Après avoir entendu ça, j'éteins mon enregistreur et je cours me réfugier à l'intérieur du tribunal. Cette douleur me tord les boyaux. C'est la première fois que je craque depuis le début du procès. Très vite, j'essuie mes larmes, je dois me ressaisir. J'ai plein de directs à faire pour la radio et quelques reportages sur le feu. À l'intérieur du tribunal, la déception aussi est palpable. Vous avez suivi ces verdicts, Tanita Fallet, vous êtes en direct du tribunal. Qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction ? Eh bien, Charlotte, les femmes et proches des accusés qui sont incarcérés sont en pleurs. On a pu les voir téléphoner, l'air vraiment abattus, crier même sur des journalistes. Arrêtez de me prendre en photo, dégagez, c'est expliqué la femme de Simone Mekenese, qui a été condamnée à 9 ans de prison, mais qui assure ne pas avoir eu l'intention de violer. Les proches des accusés, souvent des femmes, sont dévastés. Je vois la compagne de Simone M, enceinte et dans le déni depuis le début du procès, assise par terre, en pleurs, au téléphone. Elle hurle sur nous quand on la filme. Elle aussi me brise le cœur. Je vois ces mères qui vont passer Noël sans leurs enfants. Ces hommes leur ont aussi brisé la vie, à elles, leur plus grand soutien. Comme tout au long de ce procès, dans cette violence, c'est bien la sororité qui a le dernier mot. Gisèle Pellicot est bel et bien devenue un symbole. Comme tous les symboles, elle est loin de nous ressembler à toutes. Mais elle a, à travers son procès, permis de nous rassembler. Ce procès ne m'a pas appris ce qu'était la culture du viol ou le patriarcat. Il n'a pas été une prise de conscience pour moi. En fait, ce qui est arrivé à Gisèle Pellicot ne m'étonne pas. C'est arrivé à beaucoup d'autres. Mais ce que m'a montré ce procès, c'est qu'il fallait que la société se regarde en face. Car ce procès, c'est surtout ça. Une société qui se regarde. Ces vidéos sont l'horreur filmée d'un quotidien extrêmement banal qui a accompagné une femme pendant plus de 10 ans. Je ne suis pas très optimiste sur ce que cette affaire va changer. D'ailleurs, au moment où j'écris les premières lignes de ce podcast, je suis à la bibliothèque municipale. Je suis devant la vitre au rez-de-chaussée. Un homme passe dans la rue. Il me regarde. Je suis concentrée et je ne fais vraiment pas attention. Je le vois, quelques secondes plus tard, faire demi-tour et me faire un doigt d'honneur. Je réagis pas. Il m'agresse sûrement car je l'ai trop ou pas assez regardé, je ne sais pas. Mais il m'agresse à cause de sa profonde misogynie. Alors que j'écris ces lignes, je me rappelle ce qu'Anna m'a raconté. Un accusé lui avait fait un doigt d'honneur à travers la vitre du box. Le même geste à travers une autre vitre. Je trouve ça tristement cynique. Donc, honnêtement, je ne crois pas que ce procès résoudra les violences faites aux femmes.
Mais je pense que la force de Gisèle Pelicot, c'est que maintenant, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. L'affaire Gisèle Pelicot, les coulisses de mon premier procès, un podcast Friction, écrit et réalisé par Tanita Fallet. Vous venez d'écouter un épisode de La Révolution et après, le podcast qui explore les luttes intimes, politiques et sociales. Retrouvez toutes nos frictions sur notre site friction.co.